Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour transmet une émotion à table avec une grande précision. Récemment nommée chef sommelière du Louis XV Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris, elle incarne l'art subtil de faire dialoguer les vins et les mets, au féminin, mais pas que. Bonjour, Hélène Tessera. Bonjour, Madame Berthy. Hélène, quand je dis au féminin, c'est parce que, ne m'en veuillez pas d'ailleurs, hein, mais je ne sais pas si je fais partie de la grande majorité des gens qui pensent qu'un sommelier, c'est un homme. Souvent, c'est souvent un homme, mais on a cette chance-là d'être de plus en plus. Vous n'êtes pas la seule? Non, je ne suis pas la seule. Il y a des femmes sommeliers maintenant de plus en plus? De plus en plus dans la haute gastronomie. C'est pas encore la parité dans la haute gastronomie, mais quand j'ai commencé mes études il y a 11 ans maintenant, nous étions la parité dans notre promotion. Ah, c'est bien ça. Oui. Très peu ont continué une carrière dans les grands restaurants, mais j'ai eu pour exemple, de grandes femmes sommelières. Je pense à Estelle Touzé, qui était chef sommelière du Ritz, par exemple. Ah bah oui. Donc, je ne suis pas la seule. C'est elle qui vous a donné envie? Enfin, ce sont ces femmes-là. Vous avez pris exemple ou... Oui, bien sûr. Elles ont ouvert des portes et j'espère pouvoir prouver à la nouvelle génération qu'on peut continuer à en ouvrir. Aussi à Monaco. C'est historique, bien sûr, au Louis XV. Alors, au Louis XV, vous êtes la première. Hein. La première. Ouais. La première en équipe. D'abord, à avoir intégré l'équipe de sommellerie en tant que commis sommelière. Et la première à avoir, du coup, évolué à l'intérieur de cette équipe et pu accéder à ce poste tant convoité en principauté. Mais... Quand vous me dites « je suis rentrée commis », ça veut dire que c'est un peu l'école Ducasse d'ailleurs. Hein, oui. On gravit les échelons, on entre par la petite porte. Exactement. Et si on est bon, la méritocratie, ça marche alors? La méritocratie, ça marche. Il faut de l'endurance, il faut faire ses preuves, mais ça marche. C'est un métier... Enfin, à part le métier, on va d'abord parler de l'école Ducasse, enfin en tout cas le groupe Ducasse, hein, parce que c'est un groupe, il y a le Louis XV, mais il n'y a pas que le Louis XV. Quand on entre dans cet univers, qu'est-ce qui frappe en premier, je dirais, Hélène? C'est quoi? J'imagine que c'était un choix pour vous, déjà. C'était un rêve. Ah. Alors, quand j'ai souhaité faire de la sommellerie, mon but ultime, c'était d'intégrer le Louis XV. C'est vrai? Oui. Vous êtes à l'endroit où vous vouliez être? Je suis... c'est fantastique, ça. Oui. C'est merveilleux. Mais vous savez qu'on n'est pas nombreux à pouvoir dire ça, quand même. Oui, j'ai cette chance-là. Et en plus de ça, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de femmes dans la brigade du chef, pas de femmes en cuisine, pas de femmes en salle, non. Et c'est à partir de 2015 que les femmes ont intégré les équipes de salle dans un premier temps. Et mon arrivée en sommellerie était en 2017, donc à partir de 2017, les femmes ont commencé en sommellerie. On a eu de la chance d'avoir des stagiaires, des commis sommelières par la suite. Mais oui, j'étais la première. C'était mon rêve ultime de pouvoir travailler avec la cuisine du chef, qui est un chef, selon moi, légendaire, et pas que selon moi, je pense. Voilà, j'allais vous couper, ce qui n'est pas très poli. J'allais vous dire, pas que selon vous, quand même. Hein. Oui. Parce qu'il a définitivement, alors je vais vous donner l'impression d'enfoncer une porte ouverte, je l'assume, hein, il a définitivement quelque chose en plus. Oui. C'est un chef qui a su faire rayonner notre gastronomie à l'international et qui reste surtout profondément moderne et contemporain. Ouais. C'est ce que j'aime dans la cuisine du chef, ce que je souhaitais pouvoir approfondir en intégrant cette équipe. Donc j'ai tout fait pour pouvoir intégrer cette équipe. Il faut batailler pour rentrer chez Ducasse? Non, mais j'ai préféré proposer un curriculum vitae assez intéressant et pas essayer de postuler en sortant de l'école. D'accord. Donc j'ai travaillé auparavant à Paris, au Bristol, à Épicure, qui est toujours 3 étoiles au guide Michelin. Mais c'est un bon tremplin. Ah, oui. Il faut qu'il nous pardonne s'il nous écoute, pas que tremplin, mais c'est une très belle maison, une maison formatrice.
Quand j'ai travaillé donc de 2015 à 2017, il y avait 8 meilleurs ouvriers de France dans l'hôtel. 8 MOF. Oui, 8 MOF. Alors pour ceux qui nous écoutent qui ne le savent pas, maintenant on le sait un peu, mais c'est ceux qui ont le drapeau tricolore sur le col. Exactement. Ouais. Donc c'était une maison de formation, une institution française et justement j'ai réussi à avoir un bagage, du moins des fondations assez solides pour pouvoir me proposer en tant que commis sommelière en bas de l'échelle au Louis XV. Est-ce qu'il y a eu un moment dans cette première partie de votre route où vous avez douté du chemin ? Non. Parce que quand on s'attaque à un métier si particulier, qu'est-ce que c'est qui nous pousse ? C'est la vocation, c'est la passion. C'est quoi qui vous a guidé d'abord ? Ce qui m'a guidée en premier temps, je dirais, c'était réellement la volonté de pouvoir travailler dans ce restaurant en principauté, surtout avec l'aura de la cave de l'Hôtel de Paris. Forcément, c'est une motivation. Forcément, on allait y arriver. Entre le chef Alain Ducasse, la cave de l'Hôtel de Paris, Monaco. Je suis du Sud, j'ai grandi dans le Var, donc forcément, c'était pour moi le lieu qui me motivait. Ouais. Parce que on a effleuré la cave de l'Hôtel de Paris. Est-ce que, vous allez peut-être me dire que vous ne pouvez pas me le dire, mais est-ce que c'est vrai que c'est vraiment un lieu exceptionnel ? Enfin, une cave, c'est-à-dire les références qu'elle abrite, pas seulement. Évidemment que l'endroit est incroyable, mais est-ce que c'est vrai ? Oui. Que c'est un outil de travail hors norme ? C'est un outil de travail hors norme, puisque c'est une cave, donc je me dois de parler du lieu, de cet écrin. C'est quand même 1500 mètres carrés creusés dans la roche, à 17 mètres sous terre. C'est des conditions naturelles incroyables, ça c'est sûr. C'est magique, c'est unique même. En principauté, la principauté, c'est vraiment un tout petit territoire qui abrite une cave gigantesque. Donc forcément, c'est un lieu d'exception. Au-delà de ça, les références, ça se travaille. C'est à chaque sommelier, chef sommelier, chef caviste, d'y travailler, de toujours l'approvisionner. Et pour cela, il faut aller en visite, rencontrer les vignerons, leur demander, les supplier pour avoir les plus beaux flacons. Mais ça se travaille puisque bien sûr la Société des Vins de Mer est une grande société avec différents établissements. Chaque chef sommelier a envie bien sûr d'avoir une carte intéressante. Donc à nous d'arriver à sélectionner les belles références et les bonnes références au bon moment sur nos cartes des vins. Est-ce qu'on a, parce que j'imagine, là aussi, je réfléchis en vous écoutant, je me dis que dans une cave comme ça, il y a certainement des références que tout le monde connaît, ou en tout cas dont tout le monde a entendu parler, parce qu'on n'a pas tous eu le privilège ou la chance de les goûter, mais au moins des noms qui résonnent à la conscience collective. Est-ce qu'on a encore des trouvailles, des surprises comme ça ? Il faut. C'est au quotidien, c'est surtout des échanges entre sommeliers à l'intérieur des équipes. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe composée de 4 personnes avec de jeunes passionnés, dois le souligner, jeunes sommeliers qui ont envie de partager, qui m'apprennent tous les jours de nouveaux noms, de choses qu'ils ont goûtées. Ils sont curieux, ils sont intéressants. Et ce sont des échanges, ce qui me permet, moi aussi, d'être actuelle. Oui, mais alors comment vous faites ? Parce qu'il y a certainement des moments où vous programmez d'aller goûter, vous sélectionnez, vous dites « je voudrais ça, je voudrais essayer ça ». Est-ce qu'il y a des moments où c'est complètement spontané ? Oui, toujours. Parce que les vacances d'Hélène, alors par moment, c'est tiens, on pourrait s'arrêter là, je pourrais goûter quoi. Oui, c'est beaucoup, surtout les week-ends. C'est vrai ? Oui, les week-ends, voilà. J'étais en week-end dimanche, lundi. Nos jours de fermeture sont les dimanches et les lundis. Lundi dernier, j'étais en Vallée du Rhône pour déguster. J'ai eu cette chance-là d'aller chez un vigneron mythique qui a accepté de nous recevoir puisque nous faisons une fois par mois en basse saison des dîners exceptionnels en présence d'un vigneron. Ouais. Donc les dîners nectar et naturalité.
Le prochain, c'est avec le domaine Jean-Louis Chave, qui est une légende vivante des vins de la vallée du Rhône. Donc j'ai eu la chance d'aller sur place en équipe. Donc ça aussi, c'est un moment incroyable de partage pour pouvoir choisir les vins, les sélectionner les millésimes en présence du vigneron pour après construire un menu sur mesure. Alors oui, parce que on part du vin pour construire le menu, oui. C'est ça? Oui, tout à fait. On part ça aussi, moi spontanément, je vous aurais dit, ah bah non, on choisit le vin une fois qu'on sait ce qu'on va servir. Non, là c'est cette chance-là. Quand on est sommelier, c'est vraiment exceptionnel de pouvoir faire un menu en ayant sélectionné les vins, en ayant échangé avec le vigneron et se dire que peut-être grâce à ce vin-là, on va pouvoir créer c'est les notes plat. Ouais, c'est les oui, notes. Les notes de dégustation, les échanges avec le chef, c'est un dialogue intime et étroit avec ce chef qui a envie de créer, qui a envie de montrer que la cuisine de la naturalité du chef Alain Ducasse, réalisée par le chef Emmanuel Pilon, c'est une cuisine qui peut s'accorder avec les vins, surtout. Alors, c'est essentiellement du terroir français ? Sur les dîners Nectar et Naturalité, non, pas essentiellement, puisque l'année dernière, nous avions fait un dîner avec le domaine Luca Roagna, qui est dans le Piémont, un très très grand vigneron piémontais, qui est un domaine magique, réellement, qui a été un héritage pour Luca Roagna de génération en génération. C'est familial, oui. Oui, familial. Il ne s'est pas inventé vigneron. Il est d'une famille de vignerons. Tout comme Jean-Louis Chave, dont je parlais précédemment. Ce sont des vignerons porteurs d'un héritage et qui ont une volonté extrême d'être dans la continuité de cet héritage, mais tout en étant actuel. Donc c'est magique. Ce sont des rencontres en général magiques. Bah oui. Mais est-ce que pour faire la transposition, est-ce qu'on est sommelier comme ça de père en fils ou de père en fille ou pas? Je suis pas certaine. Non. De mémoire, je n'en connais pas forcément, contrairement aux chefs qui peuvent, souvent être de père en fils ou père en fille. Oui, c'est le cas d'Anne-Sophie Pic, par exemple. Exactement. Qui n'a pas démenti son hérédité du tout. Hein. Pas du tout. Première femme 3 étoiles tout de même en France. Non, sommelier, j'espère que ma fille le saura. Alors justement, qu'est-ce qu'il lui faudrait? Parce que qu'est-ce qui a fait qu'Hélène Tercera, un jour, elle s'est rendue compte, ou son entourage, ou ses professeurs lui ont dit, ça va le faire, tu peux le faire. Alors, donc je pense que c'est vraiment une histoire de temps, d'humilité, de travail, de dégustation qui font qu'on y croit un jour. Mais je dois tout de même à ma maman qui m'a notifié un jour que j'avais plutôt une mémoire sensorielle. Et c'est vrai que mes souvenirs sont rattachés à des moments de dégustation, autant gastronomiques que... surtout gastronomiques, parce que quand on fait un choix d'études, on est tout jeune et on n'a pas encore une appréciation du vin, heureusement, puisque c'est à nos 18 ans qu'on se dirige vers des études supérieures. Mais c'est vrai qu'elle m'a fait part de cette réflexion sur ma mémoire sensorielle et je me suis laissée porter par un choix d'études supérieures de la dégustation. Donc j'ai un parcours pas classique. Le parcours classique pour être sommelier, c'est tout d'abord des études d'hôtellerie, puis après une spécialisation. Pour ma part, j'ai un parcours agricole. J'ai fait des études supérieures justement dans le commerce des vins et spiritueux. Donc c'est ma première approche aux dégustations. Et ensuite, j'ai eu la volonté réellement de travailler le vin à table. Ah oui, en fait, tout ça, c'est pas à pas. Hein. Ça se fait pas... voilà, j'avais l'idée qu'on devient sommelier parce qu'on le choisit. En fait, non, c'est ce que vous dites, c'est le temps, c'est un parcours dans le temps. Hein. Oui, un parcours, des dégustations, des rencontres, des envies. Et comme j'avais
Donc, cette fameuse mémoire sensorielle. Je me souvenais des moments importants de vie, de partage en famille. C'était au restaurant. Vous les associez, oui. Oui. C'était au restaurant. On a toujours aimé aller au restaurant avec ma maman, avec mon frère. C'était des moments uniques. Et donc, tout ça fait que... Ça crée une atmosphère, en fait. Oui. Parce que moi, j'ai travaillé longtemps dans le sport, dans le foot, pour pas... Et un des premiers présidents pour lesquels j'ai travaillé, le président de club, me disait toujours « Geneviève, les plus grands contrats, on les signe à table. » Oui. C'est resté d'ailleurs, hein, oui. C'est-à-dire que dans ma culture, dès que je pense qu'il y a un truc important à discuter, même en famille, c'est à table. C'est à table. C'est le moment de partage. La table, c'est essentiel. Essentiel, mais tout comme grand homme politique signe des traités à table. Partage à table. Quand le chef de l'État français rencontre le chef de l'État américain, c'est à table. Oui, et d'ailleurs, la façon de l'honorer, c'est de l'inviter à sa table. Exactement. Exactement. Est-ce que dans le parcours avec le chef du CAS, vous vous êtes retrouvé comme ça avec à table des convives qui auraient pu vous impressionner? Bien sûr. Tous les jours, tous les services, bien sûr. C'est toujours impressionnant, mais justement, c'est ce challenge-ci qui est intéressant. C'est d'arriver à comprendre les attentes de chacun de nos convives. Et donc, il y a une impression de première approche et surtout l'appréhension d'arriver à bien déchiffrer les attentes. Parce que, de ce que je comprends, on ne conseille pas la même chose à tout le monde. Non. Et un accord n'est pas arrêté, puisque l'accord dépendra de la personne qui saura l'apprécier. Donc ça dépend des goûts, ça dépend du moment du repas, ça dépend de la construction du menu, ça dépend des envies au moment. Donc ça dépend de tellement de choses. C'est vrai que ça dépend des envies, ça dépend de la... Est-ce que ça dépend aussi... Est-ce que les clients, les guests à table, est-ce qu'ils vous disent « Moi, j'aime pas tel genre, moi, j'aime pas tel genre, je veux pas ça ». Oui. Ça vous casse un peu le truc par moment ou pas? On peut les dérouter si on voit qu'il y a une ouverture et souvent ceux qui disent j'aime pas restent quand même ouverts. Ils peuvent dire je n'aime pas ça, mais ça va être les mêmes clients qui vont dire faites-le moi à l'aveugle. Et donc si on fait à l'aveugle, on peut les piéger. Oui, on peut. Ça dépend de l'approche, ça dépend de l'échange à ce moment-là. Mais bien sûr, au contraire, c'est bien de partir sans a priori. Justement, l'aveugle, ça permet de... Le but, c'est pas de faire un cours sur le vin et de faire une démonstration, je veux dire. Le but, c'est vraiment d'avoir une approche sans préjugés et du coup de pouvoir découvrir l'accord, même si sur le papier, c'était pas le choix de départ. Voilà. Est-ce que vous le voyez avant que... Parce que... Bon, tout le monde, enfin la plupart, j'imagine, vous dit ah c'était super, etc. Mais est-ce que vous le voyez Oui. Vous le sentez si c'est vrai ou pas? Oui, je le sens au départ. C'est vrai? Bien sûr. À la façon oui. d'apporter le verre jusqu'au visage. Hein. Oui. C'est pratiquement. Moi je dis toujours dans nos métiers, en tout cas dans le métier. Dans les métiers qui m'entourent, on n'a pas 36 fois l'occasion de faire une bonne première impression. Est-ce que pour les vins, c'est la même chose? C'est vrai. Il faut mettre en bonne condition, il faut être... Et c'est là qu'un sommelier est important. La bonne condition pour un vin, c'est donc le beau moment de le boire, la maturité du vin, la température, la verrerie. Donc un sommelier... Oui, le verre. Bien sûr. Mais oui. Alors ça, je ne voulais pas y croire. Un jour... Un de mes amis me dit « Alors toi, tu bois du vin, pas dans du cristal, c'est une grosse erreur. Il faut du Saint-Louis, il faut... pour boire du vin. » Et moi, je lui tenais mordicus que ça ne changeait rien jusqu'au jour... Enfin, j'étais jeune, hein, jusqu'au jour où il m'offre 2 verres. C'était du Saint-Louis. Et il me dit « Viens, ouvrons une bouteille, tu vas voir. » Alors, on met tes verres à côté, on met cela à côté, tu vas voir. Et jusque-là, j'étais sceptique, mais c'est vrai. Hein. Mais oui, c'est important. Le choix du cristal,
la délicatesse, la finesse. La finesse de la paroi, oui. Bien sûr, la forme du verre. Chaque vin est issu d'un cépage particulier ou de plusieurs quand c'est un vin d'assemblage. Et chaque cépage a une façon de s'exprimer différemment en fonction de la forme du verre. C'est ça. Il y a certains cépages qui ont besoin d'avoir une aération modérée, certains ont besoin d'une forte aération. Donc la forme du verre définit cette aération et donc cette appréciation après en bouche. Ah oui, c'est... Alors, c'est le chef, ici même d'ailleurs, dans l'aquarium, dans lequel il a la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui encore. Le chef me disait, si je vous coupe des légumes en julienne ou si je vous les mets en purée, ça n'a pas du tout le même goût. Exactement. Là, c'est un peu pareil, ce que vous me dites. Exactement. C'est un joli parallèle. C'est vrai, hein ? Ah oui. Donc, alors, vous parlez de la température. On m'a toujours dit, le vin, il faut qu'il soit frais. C'est vrai ou pas ? Ça dépend lequel. Ça dépend la région. Pas tous. Si je schématise un petit peu, on va dire que les vins, si on part sur une couleur, le vin rouge, les vins rouges plutôt au nord de la France, au-dessus de Lyon, c'est-à-dire, ils ont besoin d'être une température plus fraîche qu'un vin sudiste. Après, ça dépend aussi de la saison. Bon, c'est pas un hasard finalement si on y réfléchit. Ah non. Et souvent on dit, par exemple, les vins rouges doivent être chambrés. Ouais. Qu'est-ce que chambrer ? C'est la température de la chambre quand la chambre n'était pas chauffée. Donc c'est maximum 15-16 degrés. 16, ouais. Mais ça dépend de la région. Plutôt au sud, 15-16 degrés, c'est bien. Au nord, on peut descendre un peu plus bas. C'est ça. Et ça dépend de plein de choses aussi. Ça dépend de l'appréciation à table. À quel moment, si on déguste un vin blanc avant, on ouvre le vin rouge pendant la dégustation du blanc, il va se tempérer petit à petit et s'ouvrir de plus en plus. Alors que si on le sort et on le déguste tout de suite, on le sort de cave, on le déguste tout de suite, il va être forcément un peu plus frais, il va s'ouvrir dans le verre. C'est ça. Et puis ça peut parce que la température, ça peut aussi faire un autre effet. C'est-à-dire qu'au-delà d'altérer le goût, c'est une expérience différente. Un vin trop frais, par exemple. Oui. Alors, un vin blanc trop frais, les arômes vont être masqués. Et on passe complètement à côté de... C'est une piscine, quoi. Complètement. Un vin rouge trop frais, il va être beaucoup plus tannique. Les tanins vont ressortir, ça va déséquilibrer totalement le discours du vin, en fait. Donc, c'est très important. Très, très important. C'est très important. Est-ce que... alors, j'imagine là aussi... J'imagine beaucoup de choses, quand je suis dans Santecoria, mais quand on est dans un groupe comme Ducasse, il y a une exigence, certainement. Il y a une exigence de qualité, une exigence de performance. Est-ce que le contrôle des températures, le contrôle de la garde, enfin, de à quel moment on ouvre, de comment on le présente, est-ce que tout ça, vous avez un book, vous avez des guidelines, ou c'est chaque sommelier ou sommelière qui fait son... Il y a quand même des règles de service qu'on nous apprend à l'école et qu'on nous apprend aussi... que notre expérience nous apprend au sein d'un établissement. Par exemple, les problématiques ne sont pas les mêmes. Je parlais de Paris tout à l'heure, à Paris que sur la Côte d'Azur ou au Louis XV. Tout à fait la même clientèle, c'est vrai ou pas ? C'est pas la même clientèle, mais aussi ce sont pas les mêmes températures extérieures. C'est pas la même météo. On consomme pas pareil. Ici, nous avons une jolie terrasse en plein été. Il fait chaud. Donc il fait chaud, on fait attention quand nos convives choisissent de déguster un vin rouge plutôt sudiste. On va essayer de le proposer, de le mettre en seau, pas en glace, mais en seau d'eau pour pouvoir conserver une température agréable et la bonne température de dégustation. Puisqu'il va se réchauffer très rapidement dans le verre. Même les verres, quand on les pose à table en terrasse, ils prennent la température tout de suite. Oui, tout de suite la chaleur. Donc il y a des règles de base, il y a un suivi, bien sûr qu'il y a un guide de bonne conduite du sommelier, mais il faut savoir s'adapter. Il faut savoir s'adapter. Et ça, c'est quoi ? C'est l'expérience ? Oui, c'est l'expérience de la clientèle. Vous me parliez justement d'une clientèle qui n'est pas tout à fait pareille. Ici, on a une clientèle qui est complètement différente en fonction de la saison. En plein été, c'est une clientèle très internationale. En plein hiver, c'est une clientèle plus exigeante, plus européenne.
plus habitué à la découverte de la haute gastronomie, donc vraiment qui vient sur Monaco et notamment au Louis XV pour... Oui. Donc il faut s'adapter et surtout, même si justement nous avons nos règles de service et notre volonté et notre appréciation personnelle, chaque sommelier a son appréciation, il faut tout de même arriver à s'adapter en fonction de la personne en face. Ah oui. C'est un métier humain, de toute façon. Les métiers de restauration, tous les métiers de la restauration et de l'hôtellerie sont des métiers humains, de contact humain. Est-ce que vous aviez alors j'ai compris qu'il y avait une mémoire sensorielle fantastique. Est-ce que, enfin en tout cas, qui vous vaut d'être chef sommelière chez Ducasse, donc c'est quand même une référence. Mais est-ce qu'il y a autre chose, parce que le contact avec le client, c'est pas toujours. Cette rencontre, elle n'est pas toujours simple. Elle n'est pas toujours simple, mais c'est réellement, je pense, ce qui me plaît le plus. C'est vrai ? Oui. J'aime comprendre les attentes, l'envie, et essayer de faire passer un moment particulier à nos convives. Au-delà de, comme je vous disais tout à l'heure, personnellement, je ne vois pas mon métier comme un moment d'éducation sur le vin. Ouais. Je vois mon métier comme un moment de transmission entre... C'est pas un exposé, Non. C'est juste arriver à partager l'intention du vigneron à la bonne personne au bon moment, qui va être prêt à l'écouter, et faire opérer cette magie, créer une émotion en espérant créer cette émotion-là. Et donc, du coup, vous dites, je voudrais partager l'intention du vigneron. Donc, si je comprends bien, vous les rencontrez tous, les vignerons. Au maximum. Ça vous arrive, ouais. Au maximum. Je ne peux pas prétendre de tous les connaître, mais j'essaye au maximum, minimum, une fois par mois, nous allons dans le vignoble. Ça, c'est une règle de base pour pouvoir, pour pouvoir même nous ressourcer et alimenter ce message-là. De chaque vigneron, donc c'est très très important. Si nous le pouvons, si l'emploi du temps nous le permet, on essaie de faire plusieurs domaines sur un déplacement. Si on ne peut pas, un seul, ce sera déjà très bien, mais c'est vrai que c'est important. C'est important de les rencontrer pour pouvoir comprendre réellement leur vin. À chaque fois, vous goûtez ? Je goûte. Je ne bois pas. Oui, ça c'est un point important. Parce qu'on dit toujours, même le sommelier, il m'a bu la moitié du verre. Non, pas du tout. Non, c'est juste justement, quand on ouvre une bouteille, chaque bouteille ouverte au restaurant est goûtée. Souvent, la question qui me revient, c'est alors vous goûtez, vous recrachez pas ? Non, en salle, on recrache pas. Non. On peut pas recracher en salle, mais on goûte vraiment... Le bout des lèvres, voilà. Ça vous suffit ? Ça nous suffit parce qu'il y a d'abord une première approche, c'est l'olfactif. Ouais. Donc à l'ouverture, on sent toujours le verre et on a déjà une première... Le but de goûter en restaurant, c'est surtout de voir s'il y a un défaut ou non. C'est la première chose. Donc l'identification du défaut, déjà au nez, ça fonctionne. On se doit le défaut le plus courant, c'est le goût de bouchon, ou en tout cas le bouchon, mais il n'y a pas que ça. Non, il peut y avoir autre chose. Oui, il y a les deux autres grands défauts que nous pouvons retrouver, c'est l'oxydation ou la réduction. Donc ce sont pas réduction. La réduction. La réduction, c'est un vin qui va avoir besoin d'une oxygénation. Ouais. Et donc c'est le choix de la carafe, du passage en carafe. Ah, c'est ça, parce que je m'attendais tout à l'heure, quand vous m'avez dit la question qui revient le plus souvent, je m'attendais à ce que vous me disiez, on le carafe ou pas ? Oui. Ça peut. Est-ce que les clients pensent que la carafe est un passage obligatoire ? Penser, je dirais plus penser. C'est vrai qu'il y a eu toute une époque où il fallait forcément carafer, ou du moins un grand vin était un vin qui se carafe. Voilà. Alors que, dans l'imaginaire, voilà. Si on boit un très bon vin, il est carafé. Oui, voilà. Alors que pas du tout. Je parlais tout à l'heure justement des cépages. D'accord. Il y a certains cépages qui sont sensibles à l'air, et donc ces cépages-là ne sont pas forcément carafés. Ouais. Il vaut mieux pas même. Justement, oui. Moi, je le recommande pas. En général, par exemple, les grands pinots noirs de Bourgogne. Ça dépend
Bien sûr, il y a des exceptions, mais en général, un grand Pinot Noir Bourgogne, il ne faut pas le carafer, ça va le brutaliser. D'accord. Et donc... Il aime pas qu'on le change de condition, c'est ça? Pas aussi brutalement. D'accord. C'est pour ça que le verre des Pinots est toujours un verre avec une énorme... un fond. Un énorme fond, mais un tout petit buvant, un buvant resserré, justement pour que l'oxygène arrive de manière modérée dans le verre. Pas de brutalité, quoi. Pas de brutalité. Voilà. Tout en dentelle. tout en dentelle. Bon, et je vous écoute comme ça et je me dis, mon Dieu, mais ça représente combien de temps dans la semaine, la journée d'Hélène d'avoir cette connaissance-là, ces contacts réguliers, ce temps passé avec les convives, les discussions avec le chef. Ça représente combien de temps tout ça? Le maximum. Après, il faut aussi arriver à concilier vie personnelle, vie professionnelle. C'est important pour pouvoir être performant. Le work-life balance. c'est la grande expression maintenant. Oui, c'est très important. Pour être performant dans sa vie professionnelle, faut s'accorder du temps dans sa vie personnelle. Mais le travail représente une grande majorité de mon temps. Oui, j'imagine. Est-ce que vous avez l'impression parfois, parce que c'est bizarre, hein, je suis une femme et je pose cette question à une femme, mais je ne sais pas si je l'aurais posée à un homme, et pourtant c'est un peu la même chose. Est-ce que vous avez parfois l'impression que vous sacrifiez du temps pour votre famille, en tout cas pour votre entourage? Je parlais de votre fille, votre petite fille. Oui. Est-ce que vous avez parfois l'impression que vous leur sacrifiez du temps? Alors, la notion de sacrifice, c'est une notion, on va dire, péjorative. C'est bien sûr que le temps que je consacre à mon travail, c'est du temps que je ne partage pas avec ma fille et mon mari. Votre mari n'est pas du métier? Pas du tout. Ouais. Alors, parfois, justement, souvent, quand on est dans la restauration, les couples se forment en restauration. Moi, j'ai eu la chance de connaître celui qui est aujourd'hui mon mari avant de commencer la restauration. Moi, ça me permet réellement d'avoir au quotidien quelqu'un qui me permet d'avoir un œil extérieur et de ne pas être étouffée par mon quotidien. Parce que c'est vrai que c'est un métier très prenant. On y pense tout le temps, même quand on est en dehors, après un service. Il y a l'adrénaline du service, il y a les rencontres avec les clients, il y a les exigences des clients, les exigences aussi de tout. Ça peut être la presse, il faut être à la hauteur, ça peut être les différents guides, bien sûr. Donc, c'est une remise en question perpétuelle. Et si à la maison, on n'a pas quelqu'un qui arrive à nous faire prendre ce recul-là, je pense que ça peut être difficile. Moi, j'ai cette chance-là d'avoir quelqu'un qui comprend mon métier, mais qui ne le vit pas aussi intensément que moi. Mais j'imagine qu'il l'admire quand même, parce que quand on fait un métier comme ça, c'est un peu comme quand on est un chef étoilé, quand il y a toujours une part, pour ceux qui nous entourent, une part d'admiration, en disant ils font des choses que moi je ne sais pas faire. Oui. Je pense j'ose espérer qu'il est fier de moi, et je pense que c'est ce qui m'aide à continuer. Mais c'est vrai que ça lui demande aussi beaucoup de compréhension sur, justement, je parlais de mes week-ends où on se déplace. C'est aussi de sa part beaucoup de compréhension de ce que je fais. Parce que tout à l'heure, je disais, c'est une question que je n'aurais pas posée à un homme, et pourtant je la pose à une femme. Et contrario, je me dis, est-ce que les hommes qui vivent avec des femmes qui font des métiers d'hommes, même si aujourd'hui ça devient de plus en plus un métier de parité, mais enfin au départ, est-ce que l'équilibre familial existe quand même? Est-ce que pour ces hommes-là, c'est possible? Alors, vous allez me dire oui, puisque vous vivez avec un mari qui le fait, mais est-ce que votre compréhension de ce métier et du fait de voir arriver des femmes de plus en plus, est-ce que vous avez l'impression quand même que c'est pas que ça déséquilibre pas un peu quelque chose? Je pense que ça peut.
encore maintenant, mais je pense que ça doit évoluer. Et ça va évoluer. On en demande beaucoup aux femmes. On demande... Aujourd'hui, notre société, c'est une société qui reste encore patriarcale. Bien sûr. Mais on demande aux femmes de travailler. Parce qu'aujourd'hui, une femme qui ne travaille pas dans un foyer, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, non. On leur demande d'être performantes au travail, mais pas carriéristes. Souvent. C'est vrai. C'est vrai. Une femme trop ambitieuse, ça dérange. Oui. Ça dérange. Oui. Ça dérange aussi dans la perception de si elle fait ça, forcément, c'est qu'elle s'occupe pas de chez elle. Voilà. Et c'est une question qu'on se pose jamais sur un homme. Non, pas du tout. Pas du tout. Et est-ce que dans votre parcours jusqu'à présent, ça a été un regard qu'on a porté sur vous? Je pense qu'on ne l'a pas encore porté, parce que je suis une toute jeune maman. Ma fille a 4 mois. Et je pense que j'étais juste une professionnelle. Maintenant, je suis une mère de famille, une épouse et une maman. Une maman et une professionnelle. Une professionnelle, ouais. Donc peut-être que c'est le regard qu'on pourra porter sur moi, mais je n'ai pas eu encore ce ressenti-là. C'est étonnant. J'étais en train de penser à un truc. Je me dis, est-ce que... parce que moi, quand j'ai tombée enceinte, j'ai compris que j'étais enceinte parce que ça a modifié mon odorat. Oui. Est-ce que ça vous est arrivé? Oui. Alors oui. Ça vous a pas inquiété? Ça m'a inquiétée, et en plus de ça, pendant toute la période de ma grossesse, je n'ai pas réellement travaillé mon palais du coup, puisque tout était modifié. C'est ça. Dans votre bibliothèque du cerveau, ça a dû quand même un peu... C'est très perturbant. C'est très perturbant. Surtout quand je suis retournée au travail, en salle pour exercer. C'est vrai que de regoûter certains vins, il faut arriver à se laisser le temps de retrouver... De remettre la chimie intérieure dans l'ordre. Voilà. Il y a réellement une modification quand on est enceinte. Moi, ce qui m'a le plus perturbée, c'était toutes les odeurs de synthèse. C'était réellement comme une attaque. Moi, c'était le café. Oui, l'odeur du café, c'était terrible. J'avais beaucoup de mal. Oui. Alors, c'est toujours un moment un peu particulier quand on exprime ça, parce que les hommes qui nous écoutent se disent « Oh là là, c'est parce qu'ils ont eu trop d'hormones. » Mais non, c'est une chimie différente, en fait. Oui. Vous parliez d'oxydation tout à l'heure, ça ressemble un peu à ça. Oui. On a l'impression d'être oxydé de l'intérieur. ça fait Mais oui, c'est très perturbant quand même. Hein. Oui, mais je pense qu'on peut être même plus performante sur d'autres choses. Oui, c'est vrai. Justement. C'est vrai. Alors, je vous ai très, dit que très sensible. Voilà, j'ai fait une pause, mais je pense honnêtement que il faut que moi j'arrive à apprécier ma façon de déguster maintenant, parce qu'il y a toujours cette modification. Alors beaucoup moins, je suis moins prononcée. Je suis beaucoup moins sensible au café, aux odeurs de synthèse qu'en étant enceinte, mais j'ai encore cette appréciation modifiée, on va dire. Je suis pas la même sommelière qu'avant ma grossesse. Oui, mais certainement pour le bon, je dirais. J'espère. Mais oui, parce que c'est une nature féminine que d'évoluer, donc certainement que ça va compléter votre appétence sensorielle ou votre sensibilité en général. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous avez eu l'impression que c'était un reproche qu'on pouvait vous faire? Non. Non, parce que depuis... de toute façon... J'ai eu cette chance-là, donc on disait qu'il n'y avait pas de femmes dans la brigade avant 2015, mais j'ai eu la chance aussi d'avoir le chef Alain Ducasse qui m'a fait confiance pour prendre un poste comme celui-ci. J'étais enceinte et il a tout de même souhaité que ce soit moi à mon retour. Oh, c'est sa marque de fabrique, hein. C'est un homme de choix. Il a eu d'ailleurs la gentillesse de nous accueillir ici, je le disais dans l'aquarium. Et il me disait, ma chance, c'est que j'ai fait mon casting. Le casting m'appartient. Ça m'avait marqué parce que ça veut quand même dire qu'il choisit des personnalités. Hein. Pour lui, je pense que la compétence est un acquis. Donc, il y a quand même...
Vous sentez évoluer la brigade comme ça, bien sûr, sous son regard? Bien sûr, bien sûr. Je le disais tout à l'heure, c'est un chef contemporain qui reste actuel, qui voyage énormément. Et sa force aussi, c'est de nous faire confiance, de garder ces éléments forts, de les positionner aux bons endroits au bon moment. Il y a eu beaucoup de changements au Louis XV cette année. Giovanni Piton a rejoint l'équipe en tant que directeur de salle. Moi, je suis revenue au Louis XV le 1er décembre en qualité de chef sommelière. Il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Et c'est grâce à la confiance du chef. Ouais. Et ça nous donne encore plus envie de... Je pense que c'est aussi comme ça qu'on permet une maison de se renouveler sans cesse, hein, parce que c'est un peu... Une maison, c'est un peu les hommes et les femmes qui la font. Hein. Oui, tout à fait. C'est pas seulement... parce que le Louis XV, Alain Ducasse d'il y a 10 ans, forcément, n'est pas celui d'aujourd'hui. Bien sûr. Et les attentes également. Les attentes également, oui. Est-ce que pour vous, c'est une pression, ces évolutions constantes? Oui, forcément. C'est une remise en question perpétuelle. Ouais. Il faut être à la hauteur. Moi, voilà, on l'a évoqué. Je suis la première femme en sommellerie au Louis XV, mais forcément, il y a des attentes. Faut que je fasse mes preuves, même si ça fait 9 ans que j'exerce sur Louis XV. Oui, c'est un fait. Bien sûr. Faut pas penser que... C'est pas acquis, au contraire, j'ai tout à prouver. C'est sûr que... Quand on se lève le matin et qu'on dit... Alors d'ailleurs, à quelle heure on commence sa journée quand on est chef sommelière? On la commence... Alors, évidemment, quand on est maman d'une petite fille de 4 mois, forcément, on n'a plus d'horaire, ça c'est sûr. On n'a plus de nuit. On n'a plus de matin, on n'a plus rien. Voilà. Mais à part ça, typiquement, on commence sa journée... Tout dépend, on s'adapte réellement au planning. Nous sommes ouverts 5 dîners par semaine et 2 déjeuners par semaine. Donc les déjeuners sont le vendredi et le samedi. Donc le reste de la semaine, on peut commencer un peu plus tard. Après, c'est vraiment à moi de connaître ma charge de travail. Et si je m'écoutais, je viendrais au plus tôt. Donc après le premier biberon. Donc je commence juste après avoir profité un petit peu de ma fille et j'arrive en fin de matinée en général jusqu'au service du soir au départ du dernier client. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas encore de clients? On travaille sur les demandes particulières par exemple. Il y a des clients qui vont venir et qui veulent quelque chose de particulier. Exactement, ou un accord prédéfini. Ou une dégustation à l'aveugle. Exactement. Autre chose, on peut préparer les prochains événements. Pour pas être pris de court. Voilà. Parce que ça peut arriver. Ça peut, mais il faut être bien préparé. Un bon service, c'est une bonne mise en place, donc ça commence au plus tôt. C'est vrai. Et ensuite, la recherche perpétuelle de l'enrichissement de la carte des vins. Ça, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'imagine qu'on se renseigne beaucoup avec Internet, les réseaux sociaux, les messages qu'on reçoit, les propositions qu'on vous fait. Est-ce que le métier... Est-ce que le métier des vignerons est un métier dynamique? Enfin, est-ce que c'est un milieu qui bouge? C'est un milieu qui bouge et c'est un milieu aussi de remise en question. J'en parlais pour la sommellerie, mais pour les vignerons, c'est également le cas. Il y a tellement de choses qui évoluent entre le climat, les méthodes culturelles, les avancées technologiques. Donc, oui, eux aussi. Et oui, surtout. Eux aussi. Eux en premier. Eux en premier. Donc, il faut... Oui, bien sûr, c'est un secteur dynamique dans toutes les filières de ce secteur. Donc oui, c'est important. C'est un secteur qui se porte bien selon vous? C'est un secteur en pleine remise en question. C'est charnière de toute façon. On est dans des époques charnières. Tout à fait. Il n'y a pas que les vignerons, mais... Les vignerons, et c'est vrai que le consommateur final, donc ici nos clients, nos convives, vont chercher de plus en plus... ils sont en quête de pureté, de vin épuré, sur un discours clair, une émotion
une émotion, j'allais dire, efficace. Ouais. On enlève toute la technologie qu'il y a eu sur les précédentes générations et on veut un message simple et clairvoyant. Oui, et puis une signature peut-être. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on attend, enfin la perception de quelqu'un dont ce n'est pas le métier comme moi, c'est de vous dire autant que pour un couturier j'attends un style, autant voilà, pour un vigneron j'attends une signature, quelque chose que je vais reconnaître et qui va me permettre de dire lui j'aime ou j'aime pas. Oui, une identité. Réellement une identité, voilà. Oui. Plus qu'une signature, c'est une identité. Oui. Parce que la signature peut varier dans la même identité. Je suis d'accord. Ça, c'est sûr qu'il y a plus de nuances que. Mais est-ce que on vous réclame des vignerons en particulier ? Oui. Alors, parfois, ça peut être un petit peu compliqué parce que c'est vrai que le vin, c'est un secteur où il y a de la spéculation. Donc, à nous d'arriver à protéger et de proposer ces vins-là hors spéculation. Mais c'est vrai que ce qui est le plus compliqué, je trouve, c'est un phénomène à la mort d'un vigneron légendaire. On nous demande forcément des bouteilles de ce vigneron. Et ça, c'est un petit peu dommage, je dirais. Ouais. C'est un petit peu dommage d'attendre, d'avoir ce côté spéculatif. Ouais. Qui est un peu frustrant pour nous. C'est un peu le revers de la médaille. Hein. Je dirais que c'est un peu comme le marché de l'art. C'est très, très... c'est fonction de la personnalité, voilà, on dit toujours, moi je vais aller acheter un Basquiat parce que c'est un Basquiat. Quoi. Là, on se pose même plus la question de savoir si on trouve ça beau ou pas. C'est du Basquiat. C'est donc juste le nom. Voilà, c'est le nom. Est-ce que, alors pour le coup, j'imagine, là il peut y avoir des vignerons de père en fils, parce que je réfléchissais quand vous me parliez des chefs. En revanche, quand il y a un chef qui disparaît, s'il n'a pas d'héritage, ça marche plus derrière. Oui. C'est-à-dire qu'on va pas chez tel chef s'il n'est plus là et qu'on le sait. Oui. Voilà, on perd un petit peu la magie. Comme si on perdait la magie, en fait. C'est ça. Et la transmission de vigneron en vigneron, elle est plus facile ? Elle est, je dirais pas plus facile parce qu'encore une fois, c'est une affaire de famille. Et dans les familles, c'est le relationnel, c'est toujours... c'est le plus compliqué, on va dire. Les relations humaines. C'est plus fragile. Voilà. Mais je pense que chaque vigneron qui hérite d'un domaine déjà connu, avec une certaine reconnaissance, on va dire, a cette pression et cette volonté de se renouveler tout en continuant... Tout en mettant sa marque, peut-être aussi. Voilà. Ouais. C'est vrai que chaque génération essaye d'apporter quelque chose. Par exemple, en Champagne, c'était une région où souvent les viticulteurs vendaient leurs raisins. Il y a eu une génération qui a commencé à se dire « et si nous gardions nos raisins pour les vinifier ?» Et maintenant, il y a une génération de champenois qui veulent faire un vin d'identité au-delà d'un champagne. Donc, chacun met sa pierre à l'édifice. En fait. C'est ça. Est-ce que vous... Alors, vous avez des préférences personnelles? Je vous demande pas de me les donner, mais est-ce que quand son métier, c'est de faire découvrir aux autres, est-ce qu'on n'est pas un peu tenté d'aller vers les trucs qui nous plaisent? Oui, un peu, secrètement, un petit peu, hein, bien sûr. Bien sûr, je pense que chaque sommelier a tout de même une carte des vins qu'il aime. Ouais. C'est plus facile de vendre ce qu'on aime. C'est ça. C'est un truc que vous serviriez chez vous, quoi. Oui. Alors, après, il faut aussi, ce que je disais au tout début, le début de notre conversation, c'est réellement comprendre les attentes de la clientèle pour pouvoir proposer ce qu'il aime, ce que la table aime. Ouais. Parce qu'en creux, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'on peut conseiller un vin qu'on n'aime pas? On peut, si on est persuadé que c'est ce qui va être apprécié. Ouais. Et oui. Et voilà. Et oui. Après, parce que moi, je suis toujours un peu perturbée par le sommelier qui dit « Ah, mais moi, j'aime beaucoup ça. » Oui.
Ouais. C'est pas parce que j'aime beaucoup que vous allez aimer. C'est ça. Peut-être que je vais pas aimer ce que tu aimes. Alors, le tout, c'est vraiment de comprendre les attentes, réellement. Mais bien sûr que c'est plus simple de vendre ce qu'on aime. Bien sûr que c'est le client parfait. Voilà. Bah oui. Le client parfait, c'est celui qui va se laisser guider, qui va être ouvert à la découverte. Et du coup, on va arriver à proposer quelque chose qui nous-mêmes nous a surpris. On va réussir à porter un message plus fort que quelque chose qu'on n'aime pas, ou du moins qu'on aime moins. Voilà. Ouais. Alors, j'entends que ça peut être le client préféré, celui-là. Hein ? Oui. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous souhaite maintenant ? Parce que avoir gravi tous les échelons, être chef sommelière, ça s'entend. C'est un peu le sommet de la pyramide du secteur. Oui. Chez Ducasse, qui plus est. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là ? Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que vous me demanderiez ? Toujours plus de dégustation, toujours plus de jolis vins, toujours plus de découvertes. Voilà, c'est tout. En tout cas, dans ce métier-là. Oui. C'est un métier que vous continuerez. Oui. Ici ou ailleurs. Ici, préférablement ailleurs, ici pour nous. Ici, c'est très bien. Ici, c'est égoïstement, je vous dirais, moi, je préférais que ce soit ici, mais c'est un métier que vous continuerez. J'espère. Oui. Encore longtemps. J'espère. Je me le souhaite en tout cas. Eh ben, merci beaucoup, Hélène Tessera. Je rappelle donc que vous êtes chef sommelière au Louis XV Alain Ducasse et que, comme vous l'avez dit, il y a 2 déjeuners par semaine et 5 dîners par semaine où on peut venir goûter vos conseils. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ce moment.